Salut à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de la Crypto Décryptée qui va traiter du mois de mai. On va bien sûr parler des flux, de ce qui s'est passé sur la période écoulée sur les cryptos. Et puis, on va revenir sur un sujet dont on a déjà parlé, mais qui est tellement important qu'il fallait qu'on l'approfondisse, la tokenisation. On va revenir sur tout ce que ça implique, ce que ça signifie. Et puis, on verra dans une dernière partie comment on peut s'exposer en tant qu'investisseur à cette thématique. Et bien sûr, pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de retrouver Jérémy Lebescon, Editorial Manager chez CoinShares. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Voilà, et donc je le disais, la première partie, c'est sur les flux, et c'est tout de suite. Bon, je le disais Jérémy, on va faire le point sur ce qui s'est passé sur le mois de mai. Si on récapitule un petit peu notre série depuis le début de l'année, on avait eu un début d'année difficile, avant une stabilisation, voire même une reprise des flux, alors même que le conflit en Iran s'était engagé. On voit, si je regarde l'exemple des marchés actions, que ça se tient quand même très très bien, avec des volumes importants, avec des indices qui restent à des niveaux élevés, alors que pourtant le conflit en Iran s'enlise. Qu'en est-il sur les cryptos ? Alors, pour le marché des cryptos, c'est relativement similaire. En fait, depuis le début de l'année, on est toujours sur une vague plutôt positive, puisque depuis le 1er janvier, on a enregistré plus de 3 milliards d'entrées, plus de 3 milliards de collectes, 3,4 milliards plus exactement. Ça avait bien marché aussi, ça avait très bien fonctionné en avril, sur les premières semaines du mois de mai, et voilà que depuis une dizaine de jours, on a enregistré une dizaine de jours de sorties, de décollectes, plutôt concentré d'ailleurs, on le verra par la suite, sur le marché américain, mais il y a à peu près 1 milliard de dollars qui est sorti des produits d'investissement sur les actifs numériques, plus particulièrement d'ailleurs concentré sur les majors, sur les majeurs, sur Bitcoin et Ethereum, tandis qu'il y a quelques altcoins qui ont réussi à résister. Je pense notamment à Solana, je pense à XRP ou encore cette petite valeur montante qui s'appelle Hype, qui est liée à la plateforme Hyperliquid. Mais c'est vrai que sur Bitcoin et Ethereum, depuis une dizaine de jours, au 25 mai, c'est les données que nous avions, on avait enregistré à peu près 1 milliard de dollars de sorties cumulées depuis le début du mois de mai. C'est quoi ? C'est le contexte qui finit par peser, Jérémy ? Ça y est ? C'est sans doute le contexte, en effet, géopolitique. On est toujours sur un conflit en Iran, entre les États-Unis et l'Iran, entre Israël et le Liban. Ça crée une certaine incertitude quand même, malgré tout, géopolitique surtout avec et la économique. communication assez erratique, notamment des États-Unis. Tout à fait, en effet. Et puis, comme tu l'as dit, on a assisté aussi à beaucoup d'entrées, beaucoup de collectes sur le marché des equities, sur le marché des actions, et plus particulièrement des actions liées aux semi-conducteurs, des actions technologiques. Quoi qu'il en soit, les capitaux ne peuvent pas être partout non plus. Il y a quand même des actions semi-conducteurs qui ont énormément performé. Je pense notamment à Micron, je pense à SanDisk. C'est des progressions qui sont à 3 phénoménales chiffres depuis le début de l'année. Qui sont phénoménales. On le voit aussi sur certaines actions liées au data center. Je pense notamment à ARN ou encore à NBIS. Et quoi qu'il en soit, il y a aussi des transferts de capitaux. Il y a eu un arbitrage. Il y a un arbitrage par les institutionnels, aussi par les particuliers qui ont été intéressés par ce type de marché. Je pense aussi aux photoniques. Donc, quoi qu'il en soit... Tech. Voilà, tout à fait. sans le nommer. Mais donc, il y a un arbitrage. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, comme on le disait, cette phase de décollecte se concentre notamment sur le marché américain, où depuis le 1er mai, on a perdu plus d'1 milliard de dollars, tandis qu'en Europe, on est plutôt sur un marché résistant. Il y a toujours nos voisins allemands qui continuent d'investir dans le marché des cryptoactifs, avec à peu près 75 millions de dollars depuis le 1er mai. Il y a toujours nos voisins suisses avec plus de 25 millions de dollars. La France est beaucoup moins bien placée, mais reste néanmoins dans une vague positive avec plus de 2,4 millions de dollars depuis le 1er mai. On sait qu'en France, c'est encore timide puisque c'est un marché qui est encore naissant. Oui. Et quoi qu'il en soit, cette phase de collecte confirme qu'il y a un intérêt. Donc voilà, c'est vraiment un arbitrage plutôt des investisseurs américains et d'un pays qui est en effet en conflit direct avec l'Iran notamment. Bon, on fera le point bien sûr sur le mois prochain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les flux et tout de suite, on va parler de notre sujet principal, la tokenisation. Jérémy, je vais lire sans vergogne ce que tu as écrit sur la petite fiche de préparation parce que je trouve que ça illustre je lui pique son texte, c'est incroyable. Ça illustre super bien le sujet. Qu'est-ce que c'est la tokenisation ? Représenter n'importe quel actif réel, un immeuble, une obligation d'État, un fonds monétaire sous forme de jetons. Et là, on pourrait se dire, ok, mais encore. Oui, mais encore, je pense que pour expliquer aussi la tokenisation, il faut aussi en revenir à ce que c'est une blockchain.
Voilà. Et on va faire simple en fait. Une blockchain, c'est quoi? Une blockchain, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une base de données. C'est vrai qu'on a souvent employé des phrases, des mots compliqués pour parler de ce qu'est une blockchain. C'est juste une base de données dans laquelle on enregistre de l'information Ouais. ou de la data, Hyper des unités de sécurisé. valeur. Voilà, hyper sécurisée. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une base de données qui, contrairement à la plupart des autres bases de données, est distribuée sur des centaines, des milliers d'ordinateurs dans le monde. C'est pour ça qu'elle est mise à jour en temps réel parmi tous les utilisateurs de cette même blockchain. C'est ce qui la rend sécurisée. C'est ce qui rend aussi son intérêt et le concept de tokenisation très important parce que auparavant, avant la tokenisation et avant la blockchain, eh bien, on avait un actif qui pouvait être enregistré dans une base de données, puis depuis de manière différente, Et oui. avec même des standards de base de données Ouais. différents. D'enregistrements différents, etc. Exactement, tu as tout compris. Avec la blockchain, on peut créer un jeton, on peut créer un standard de jeton où les titres financiers sont enregistrés sur la base de données de manière uniforme partout dans le monde. Et c'est ça qui fait son intérêt, puisque on arrive de fait avec un standard technologique qui est interopérable, avec des acteurs qui peuvent construire, qui peuvent s'emparer de cette base de données et en effet émettre des titres financiers, mobiliers, qui peuvent être compris par tous et donc utilisés par tous. Alors, je comprends le concept, c'est très Mm. clair, tu as raison de le dire. Si tu devais lister 3 avantages concrets immédiats de la tokenisation. Il y a tout d'abord la liquidité. Oui. Voilà, auparavant, encore une fois, avec des transferts, des cessions mobilières, et cetera, il y avait toujours un délai de règlement, généralement d'entre 1 et 2 jours. Mmh. Aujourd'hui, c'est instantané et puis ça peut être effectué le matin, le soir, la nuit, 24 heures sur 24, Oui. 7 jours sur 7. C'est Il n'y a aussi plus de «attendez les 7 jours tout à ouvrés fait, avant de voilà. récupérer vos fonds». Et puis on est vendredi, on se revoit Oui, mardi voilà. prochain, si Ah, c'est les ouais, ponts de mai, voilà. mince! C'est quasiment immédiat. Il y a l'accessibilité. C'est pareil avec un token, on peut fractionner un fonds. On peut fractionner une propriété immobilière. On peut fractionner, pourquoi pas, un tableau. Quoi qu'il en soit, et d'ailleurs, donc, le rendre aussi sur un marché beaucoup plus Accessible, liquide, quoi, beaucoup finalement. plus accessible. Et oui, Voilà. c'est ça. Et Si je reprends ton exemple du tableau, Mm. je pourrais m'exposer à 1 millionième de Mona Lisa. Je raconte Voilà. n'importe quoi, mais Et du coup, ça te le rend accessible, ouais, en effet, ouais. avec, je ne sais pas, 50 € ou 100 €. Tu pourrais en effet accéder à une propriété, certes minoritaire, Mmh. de ce même tableau ou de ce même immeuble Ah, ou de ces mêmes fonds. Et puis, eh bien, il y a tout simplement aussi l'efficacité, c'est-à-dire que pour opérer des transactions, on peut automatiser tout cela dans un flux, dans un process où on peut, grâce à des smart contracts, un concept dont on a déjà parlé, c'est-à-dire un programme Je vais te faire autonome. oui, voilà, on a déjà parlé, mais c'est le moment Voilà. de réexpliquer ce que Mais c'est, je pense. c'est un programme autonome qui sert d'intermédiaire, mais qui répond à des commandes prédéfinies. Eh bien, ce sont des programmes qui peuvent automatiser certaines transactions. C'est-à-dire, à partir du moment où Laurent Grassin m'a bien confié, m'a bien envoyé tant d'argent, automatiquement, Laurent Grassin pourra recevoir ce token ou pourra recevoir un crédit lié à ce token qu'il aura mis en collatéral, par exemple. Ouais. Voilà, ce sont des choses qui sont permises grâce au smart contract, qui sont des innovations qui sont liées à la blockchain, à cette fameuse base de données distribuée. Bon, c'est hyper intéressant. On voit le potentiel. Là, j'imagine que les acteurs de la finance, mais d'ailleurs, il va falloir que tu me le dises, s'y intéressent. Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'ils ont déjà des choses qui sont en cours de développement? Est-ce qu'ils regardent ça aussi avec un peu de méfiance? Parce que quand j'entends tokenisation, j'entends aussi, moi, désintermédiation. Alors, il va peut-être qu'il va falloir que tu m'expliques un petit peu comment tout ça va fonctionner. Et puis, est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue réglementaire qui sont en train de bouger? Ça fait Alors, plein de questions tout en une. bouge. Ouais. En effet, c'est un phénomène qui a obligé, qui a contraint les régulateurs aussi à s'adapter, même si ça prend énormément de temps. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne a toujours été précurseur, notamment parce que il y a le règlement MiCA qui s'est emparé en partie de cet aspect-là. Pour répondre à plusieurs questions, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans, Oui. oui, bien sûr, évidemment, que les acteurs de la finance s'en sont emparés. Aujourd'hui, la tokenisation, si on accepte les stablecoins, encore une fois, Ils reverront Ouais, le on y reviendra, numéro 1 mais ou 2 de la crypto-décryptée dans lequel on a parlé. Hein. mais ce sont ces fameux crypto-dollars ou crypto-euros qu'on peut mettre dans la catégorie des actifs tokenisés. Nous, on va plutôt s'intéresser aux fonds monétaires tokenisés, au crédit tokenisé. Aujourd'hui, on est à on est pratiquement à 40 milliards de dollars d'actifs tokenisés. C'est très important. La plupart d'ailleurs sont
émis sur une blockchain qui s'appelle Ethereum, qu'on a déjà mentionné également et dont on parlera par la suite. Mais oui, les acteurs tels que BlackRock, par exemple, D'accord. a décidé, ce sont nos confrères de BlackRock qu'on salue, Ouais. ils ont décidé en effet de tokeniser un de leurs fonds monétaires, BIDL, qui permet donc de redistribuer régulièrement le rendement de leur fonds monétaire automatiquement, grâce encore une fois à un smart contract, au possesseur Waouh. de ce token. Ok. Et d'ailleurs, ce fonds-là est intéressant, BIDL, parce que tu as mentionné la désintermédiation. Mm. Avec ce fonds de BlackRock, BIDL, en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Magatou, grâce au token, grâce aux standards façonnés par BlackRock, ils ont whitelisté, ils ont autorisé Mm. certains acteurs institutionnels à utiliser ce fonds sous forme de Ouais. token. Tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas encore accès. Ça en reste tous les cas. encadré, quoi. Voilà, ça reste relativement encadré. Donc, il ne faut pas confondre la tokenisation et la finance décentralisée, qui est un concept beaucoup plus large, qui peut en effet inclure la tokenisation, mais les deux peuvent aussi rester en partie exclusifs. Il est possible de mettre des garde-fous avec les actifs tokenisés. Il est possible de réguler les actifs tokenisés. Il est possible de réguler les acteurs qui seront à l'origine de l'émission de ces actifs tokenisés. Tokenisation ne veut pas dire dérégulation. Ok, ça c'est très clair. Tu as parlé du cadre européen avec Mika. Comment ça se bouge aux États-Unis aussi? Parce que j'imagine que, comme d'habitude, c'est un peu de là-bas que ça va venir. C'est de là-bas que ça vient. Les États-Unis ont été très lents finalement à s'emparer de ce sujet, mais comme on a parlé BlackRock, voilà, c'est un acteur américain, Ouais. il faut le rappeler. Donc en fait, des Au acteurs niveau du privés, cadre réglementaire, voilà, des peut-être acteurs aussi. privés ont commencé à s'emparer et forcément le cadre réglementaire a changé. Aux États-Unis, depuis l'arrivée de l'administration Trump, en tout cas, voilà, il y a deux lois, deux règlements qui sont importants, qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'être votés et discutés. C'est le Genius Act, mais qui a plutôt tendance à encadrer les stablecoins, et le Clarity Act, qui est en fait un cadre réglementaire qui permettra de clarifier davantage, Beaucoup plus opérationnel, peut-être, comme ouais. son nom l'indique, les entreprises qui sont dans le champ des actifs numériques, et surtout la supervision de ces entreprises-là. Voilà, c'est en train d'émerger, ça prend du temps, parce qu'il y a des discussions qui se passent encore une fois au Congrès américain, mais néanmoins c'est un cadre bipartisan. Ce sont des discussions qui sont bipartisanes, c'est une volonté bipartisane, c'est ce que je voulais dire, de régler ce sujet et de permettre aux États-Unis de s'emparer, Ça va avancer, voilà, quoi. de clarifier ce sujet. J'ai envie de faire se rencontrer, voire presque se heurter deux sujets, parce que les gens qui nous regardent disent « je vois un petit peu le potentiel, ça semble encore un peu loin de moi ». On va leur parler d'un marché qu'ils adorent, les Français, l'immobilier. Concrètement, si un investisseur particulier décidait aujourd'hui, dans une opération immobilière, de tokeniser une partie de l'opération, déjà, est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça donnerait? Alors en France, malheureusement, On n'y est pas encore, on hein. n'y est pas On encore, n'y est pas encore. loin de là, parce Ouais. que quoi qu'il en soit, on est aussi dans un pays où il y a des règles, il y a des institutions qui Mais disons sont qu'on y est. difficiles à manger. Faisons cet Donc, exercice mental tous les on deux. ne peut pas se passer du notaire, en tout cas, grâce à un smart contract. Oui. Mais c'est un cas de figure qui existe notamment aux Émirats Arabes Unis. Voilà, donc on peut prendre cet exemple-là, où il est possible de tokeniser un immeuble. D'accord. Voilà, cet immeuble est enregistré sur un registre qui est hébergé sur une blockchain, et cet immeuble est tout simplement généré, émis sous forme de token. Et en fait, chaque transaction, chaque partie de l'immeuble est fractionnée. Et ensuite, chaque transaction se fait tout simplement instantanément ouais. par la blockchain, et peut être cédée d'une manière quasiment instantanée, et le propriétaire et la propriété de cet immeuble peut ensuite être transférée de manière quasi instantanée, et encore une fois presque le week-end à l'acheteur. T'as le droit de me dire, j'en sais rien, mais quand est-ce qu'on pourrait arriver une telle solution en France? Raisonnablement. J'en sais rien. Je pense que ça dépend de nos amis notaires dans le cadre. Ah, donc dans longtemps. Voilà, donc dans longtemps, parce que malgré tout, ça implique énormément de changements qui sont structurels, des changements de façon d'agir, de façon de concevoir et d'opérer. Donc il y a encore beaucoup de chantiers, à mon avis, à avancer. On n'y est pas encore du tout en France à ce niveau-là. Bon, on n'y est pas encore du tout. Et autre question que l'investisseur individuel peut se demander, c'est ok, c'est très bien tout ça, mais comment moi je peux investir dans cette thématique? Eh ben, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre troisième partie.
Moi, généralement, comme beaucoup de gens maintenant, Jérémy, quand il y a une thématique comme ça, qui est pas forcément facile d'accès pour un investisseur individuel, je me dis: «Bon, il doit bien y avoir un petit, exchange traded product, un petit ETP qui traite du sujet», alors que est-ce que j'ai comme ça sur étagère un ETP tokenisation? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors pour le moment, il y a pas de ETF, tokenisé. Ouais, Je pense que les acteurs y travaillent, mais j'ai pas envie de m'avancer sur cette question. Mais quoi qu'il en soit, c'est en effet une typologie de produit, qui pourrait, vraiment révolutionner, la façon de s'exposer, aux actifs, et à la façon d'investir. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des ETP qui permettent de s'exposer à l'infrastructure qui permet la tokenisation. Pourquoi? d'accord. Parce que tout simplement cette infrastructure-là, c'est la blockchain. Mmh. Et donc il y a des blockchains qui sont les plus à même aujourd'hui de répondre à cette demande d'exposition, à cette façon de s'exposer. Je pense notamment, à la blockchain Ethereum qu'on a mentionné, en préambule, qui est la deuxième blockchain, au monde en termes de capitalisation boursière derrière Bitcoin, qui est aussi une des plus anciennes blockchains en activité, hein. Elle a été lancée en 2016, elle a prouvé sa robustesse, aujourd'hui elle héberge à peu près 65 des actifs, tokenisés, parfois 85 selon la typologie, d'actifs tokenisés. Ce qui prouve encore que, bah, c'est la blockchain privilégiée, c'est la blockchain qui reste privilégiée par des acteurs tels que BlackRock, tels que Amundi aujourd'hui. Donc voilà, c'est la blockchain de choix. C'est pas forcément la plus rapide, c'est pas forcément non plus la moins, onéreuse en matière de coût de transaction, des frais de transaction, mais il faut d'abord toujours penser à la sécurité, puisqu'on parle quand même de valeurs mobilières, de valeurs financières, C'est ça. et ça reste important d'avoir donc des plateformes qui ont prouvé qu'elles étaient, en tout Robuste, cas solide, robuste fiable. et relativement résiliente, Ouais, surtout face au risque de piratage. ouais. Ethereum jusqu'ici, alors il y a toujours des risques de piratage liés au smart contract, mais la blockchain elle-même n'a pas été piratée. Donc c'est très important de le dire, et c'est donc aujourd'hui la plateforme qui héberge le plus d'actifs tokenisés. Il y a ensuite Solana. On a Mmh. fait tout un épisode, je crois, Oui, je me rappelle, sur on le Solana. mettra en lien dans la Voilà, vidéo. qui est aussi, une blockchain qui a eu ses hauts et des hauts et des bas, au cours de sa vie, mais qui aujourd'hui a prouvé sa résilience, qui a toujours su, qui est toujours là, hein, et malgré des difficultés notamment liées aux échanges FTX et cetera, puisque le fondateur de FTX était très proche, était parmi les premiers Ouais. financiers, à l'origine de Solana. Solana, c'est une blockchain intéressante puisque, elle est très rapide, elle est très peu onéreuse, encore une fois, elle fonctionne bien, elle permet des choses qu'Ethereum ne permet pas totalement. Elles sont relativement compatibles, même si ce sont 2 blockchains concurrentes, mais c'est vraiment le choix de la vitesse, et bah, par exemple, je crois pouvoir dire que la Société Générale et sa filiale blockchain, SG Forge, émet son stablecoin euro Mmh. aussi en partie sur Solana. Donc voilà, c'est très important. Tout à l'heure, j'ai mentionné aussi, Hyperliquid et Ouais. son jeton Hype. Hyperliquid qui est plutôt à l'origine une plateforme de trading, mais qui est une vraie blockchain à part entière. Hyperliquid est aussi une plateforme qui permet de s'exposer à la tokenisation, tout simplement parce que, on a vu, lors du conflit justement iranien qu'il y a eu beaucoup de spéculation, notamment sur le prix du pétrole, sur le prix de certaines valeurs telles que l'or, et les acteurs, les traders, les spéculateurs cherchaient une plateforme, Mmh. sur laquelle spéculer le week-end, notamment, ce qui n'était pas possible, Incroyable. avec, tout simplement les plateformes traditionnelles, Traditionnel, les New bien York Stock sûr. Exchange. Voilà, Hyperliquid a répondu à cette demande, en permettant de trader, donc des représentations, tokenisées, voilà, du pétrole, du Ouais, crude oil, ouais. notamment. Et aujourd'hui, ce sont des, milliards de dollars qui chaque jour s'échangent en termes de valeur sur Hyperliquid, qui est une des, dont le token, est un des ceux qui performe le mieux, en tout cas depuis le début de l'année 2026. Donc voilà, ce sont 3 plateformes de choix, qui répondent à des usages Ouais. complémentaires et qui permettent de s'exposer donc à ce phénomène de la tokenisation, et d'ailleurs il y a des ETP pour, chacune, de ces plateformes. Ça veut dire aussi, on va terminer là-dessus, Jérémy, quand je t'écoute, que, l'univers investissable, pour les particuliers peut encore augmenter de façon assez énorme dans les mois, années qui viennent. Bien sûr, Ça va faire tomber des barrières. ça fait tomber des barrières, et pour le moment, lorsqu'on parle, de dizaines de milliers de dollars qui sont tokenisés sur des blockchains, c'est rien à l'échelle des actifs, qui existent. Voilà, les prévisions, c'est plutôt, demain, 3 000 milliards de dollars en 2030, qui pourraient être tokenisés. Ce sont des estimations, par exemple, du cabinet, McKinsey, et Standard Chartered a produit à peu près les mêmes données. On s'attend à ce que, voilà, à peu près, 3 000 milliards de dollars
d'ici 2030, donc 2030 c'est demain, arrive sur les blockchains pour répondre à cette demande. Bon ben voilà, explication lumineuse. Merci Jérémy. Avec plaisir, Laurent. Demain, tout tokenisé. On ne sait pas encore en tout cas. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de la crypto décryptée. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous nous regardez sur YouTube où l'émission est également disponible, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne Boursorama. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la crypto décryptée.